Après que le Japon ait signé l'alliance de l'Axe avec l'Allemagne en 1941, l'amiral Yamamoto, commandant de la marine japonaise, pense que le centre des opérations navales américaines à Pearl Harbor doit être détruit pour que la puissance japonaise s'étende dans le Pacifique. À Washington, le secrétaire d'État et le secrétaire à la guerre suggèrent un refroidissement des relations diplomatiques avec le Japon après le traité, mais peu de membres du corps militaire ou diplomatique américain craignent une attaque imminente. À Pearl Harbor, le commandant des forces terrestres américaines s'inquiète davantage du sabotage que des attaques étrangères et ordonne que tous les avions soient placés au milieu de la piste. Juste avant l'attaque, proprement dite, le renseignement de l'armée américaine apprend, grâce à un message décodé, que l'amiral japonais Nagumo a reçu l'ordre de naviguer vers Hawaï avec 6 porte-avions, mais l'officier du renseignement est incapable de localiser le chef d'état-major de l'armée et le président Roosevelt est averti quelques heures seulement avant le début des bombardements. Le Japon demande à son ambassadeur de présenter au secrétaire d'État américain un ultimatum afin de donner l'impression que l'attaque est une représaille, mais un dactylo incompétent de l'ambassade du Japon retarde le message afin que sa livraison coïncide avec le bombardement réel. 言われることも一理あるが、アメリカがフィリピンに極東軍司令部を設け、太平洋艦隊の基地をサンジェゴからハワイに進めた事実を忘れてはなりますまい。つまりこのハワイは日本の喉元に合口を突きつけたも同然です。Richard Fleischer n'est autre que le fils de l'animateur Max Fleischer, créateur des dessins animés Betty Boop et Popeye. Il est né le 8 décembre 1917 à Brooklyn et débute sa carrière en réalisant des courts-métrages et des documentaires. Il tourne son premier long, Child of Divorce en 1947, puis enchaîne sur plusieurs films noirs dont Le Traquenard en 1949 ou L'énigme du Chicago Express en 1952. C'est 2 ans plus tard qu'il sera choisi par Walt Disney pour réaliser 20 000 lieues sous les mers avec Kirk Douglas, qui sera un grand succès autant public que critique. Les Vikings en 1958 avec de nouveau Kirk Douglas le placera immédiatement sur la liste des réalisateurs importants à Hollywood. Richard Fleischer travaille vite et bien et passe d'un genre à l'autre avec beaucoup d'aisance. De 1966 à 1977, il tournera pas moins d'1 voire 2 films par an. Parmi eux, quelques classiques tels que Le Voyage fantastique en 1966 avec la belle Raquel Welch, L'extravagant Dr Dolittle l'année suivante, L'étrangleur de Boston avec Tony Curtis et Henry Fonda, l'excellent et méconnu Les flics ne dorment pas la nuit, qui sera une source d'inspiration pour les créateurs de la série Hill Street Blues, Terreur aveugle avec Mia Farrow, et bien sûr, en 1973, l'indispensable classique Soleil vert avec Charlton Heston. Notons aussi l'éprouvant Mandingo, réalisé en 1975, qui aborde de manière frontale l'esclavage et le racisme dans l'Amérique du XIXe siècle, film qui fut conspué, à tort, par la critique. Un réalisateur majeur donc, qui a souvent remplacé d'autres réalisateurs au pied levé quand ces derniers partaient ou étaient virés par les studios pour divergences artistiques. Malheureusement, il terminera sa carrière sur des productions médiocres comme Amityville 3D ou Conan le Destructeur. Son dernier film, Money Mania, qu'il tournera en 1987, est une comédie à la réputation désastreuse qui sortira uniquement en vidéoclub chez nous. Richard Fleischer est décédé dans son sommeil à l'âge de 89 ans. Kinji Fukasaku est né le 3 juillet 1930 au Japon. Il fait ses débuts en tant que réalisateur en 1961. La plupart de ses films tournés au Japon sont inédits chez nous. C'est une coproduction américano-japonaise qui le fera connaître des amateurs de science-fiction avec Bataille au-delà des étoiles réalisé en 1968. Un film entre série B et Z avec des monstres en caoutchouc qui poussent des cris ridicules. Une véritable curiosité. 2 autres films là aussi connus des amateurs du genre ont vu le jour dans les années 70 et 80. Les évadés de l'espace en 1978, qui surfera sur le succès de La Guerre des étoiles, un gros succès au Japon, et une série plus ou moins adaptée verra le jour par la suite, Sankukai. Souvenir. Enfin Virus, réalisé en 1980 avec un casting international, un bon film dans mes souvenirs qui sera exploité sous 2 versions selon les pays, une courte de 108 minutes et une longue de 156. Mais c'est surtout le film Battle Royale qui fera sa renommée à l'international. Toshio Masuda est né au Japon le 5 octobre 1927. Il a réalisé un très grand nombre de films, eux aussi inédits en France. En dehors de Tora Tora Tora, la seule production qui a eu une petite visibilité chez nous en vidéo est un film catastrophe, Fin du monde Nostradamus en 2000, réalisé en 1974.
Jason Robards était un acteur américain qui a remporté 2 Oscars pour ses performances dans Les Hommes du Président et Julia en 1977. Robards est né le 26 juillet 1922 à Chicago. Il a commencé sa carrière de comédien dans les années 40 avec de petits rôles au cinéma et à la télévision. C'était aussi un acteur de théâtre prolifique qui est apparu dans plus de 100 productions de Broadway au cours de sa carrière. Son premier rôle important, il le trouvera dans le western 7 secondes en enfer, réalisé en 1967 par John Sturges, une sorte de relecture du film Règlement de compte à hockey choral, réalisé par le même Sturges 10 ans plus tôt. Sa véritable popularité, du moins en Europe, viendra avec le chef-d'œuvre de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. En effet, Jason Robards interprète Cheyenne, le bandit au grand cœur qui aidera Charles Bronson dans sa quête de vengeance. C'est lui qui a les meilleurs punchlines, et je ne peux pas m'empêcher de vous faire écouter celle-là. La prime pour la capture de cet homme est de $5 000. Un certain Judas a trouvé que $30, c'était tout à fait suffisant. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, il y en avait. Jason Robards, c'est aussi un nommé Cable Hogg, réalisé par Sam Peckinpah, Johnny Savatanger de Dalton Trumbo, le jour d'après, en 1983, un téléfilm qui jette un regard cru sur les conséquences d'une guerre nucléaire et qui a eu droit à une sortie en salle chez nous. Son dernier grand rôle, il l'obtiendra dans le drame Magnolia, où il interprète le père mourant de Tom Cruise, dans une scène poignante du chef-d'œuvre de Paul Thomas Anderson. Il décédera peu de temps après la sortie du film, à l'âge de 78 ans. Not to alarm the civil population. What do you make of it? Well, if you ask me, sir, it's double talk. But the chief of staff doesn't go in for double talk. Encore un second rôle du cinéma américain à l'incroyable carrière. Martin Balsam est né le 4 novembre 1919 dans le Bronx, à New York. En 1947, il fréquente le célèbre Actor Studio pour perfectionner ses talents d'acteur et débute sa carrière d'abord à la télévision dans de nombreuses séries télé, avant de faire ses débuts au cinéma dans un rôle qui lancera sa carrière, celui d'un juré dans 12 hommes en colère, réalisé en 1957 par Sidney Lumet. Le film sera un énorme succès, et c'est également lui qui interprète le rôle du détective privé dans Psychose d'Alfred Hitchcock. On le verra ensuite dans d'autres productions à succès comme Les Nerfs à vif, version 1962, Little Big Man d'Arthur Penn en 1970, Le Gang Anderson, autre film de Sidney Lumet. Personnellement, je l'ai découvert dans le remarquable Les Pirates du métro, réalisé en 1974 par Joseph Sargent. Il était l'un des preneurs d'otages aux côtés de Robert Shaw. Parmi ses autres films plus ou moins connus, Les Hommes du Président d'Alan J. Pakula, La Sentinelle des Maudits de Michael Weiner, puis du même réalisateur Le Justicier de New York dans le rôle de l'ami de Charles Bronson, ou encore Delta Force en 1986. Son dernier film sera le parodique Le Silence des Jambons en 1994. Il décédera 2 ans plus tard d'une crise cardiaque à l'âge de 76 ans. It's spent, sir. Would have been merciful had it killed me. Côté japonais, 2 acteurs ont fait une carrière essentiellement dans leur pays d'origine. So Yamamura, qui a joué dans près de 200 films de 1947 à 1991, parmi lesquels Le Barbare et la Geisha, Typhon sur Nagasaki, une production franco-japonaise réalisée par le français Yves Ciampi, ainsi que Gun-Ho de Ron Howard en 1991. Takahiro Tamura, lui, a tourné dans plus de 150 films au Japon. Celui qui l'a fait connaître du public international en dehors du film de Richard Fleischer est le sulfureux L'Empire de la Passion, réalisé en 1978 par Oshima. C'est le légendaire Daryl F. Zanuck, alors président de la Fox et déjà aux commandes du jour le plus long, qui donne son feu vert en 1967 pour le développement de Tora Tora Tora, qui signifie tigre, et qui est l'expression japonaise utilisée pour indiquer le succès de l'attaque sur Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale. 2 livres ont servi de base au scénariste Larry Forrester pour l'écriture du scénario, dont The Broken Seal. Le film a nécessité 3 ans de préparation et 8 mois de tournage parfois chaotiques. C'est une des productions les plus chères de cette époque après Cléopâtre,
une autre production Fox qui a failli provoquer la faillite du studio en 1963. Elmo Williams, qui avait été producteur associé et coordinateur des séquences de combat sur Le Jour le plus long, est engagé pour produire le film. Et lui vint immédiatement à l'esprit une grande idée. Non seulement l'histoire de Pearl Harbor serait racontée des deux côtés, mais elle serait racontée par les deux côtés. Les cinéastes américains créeraient les séquences américaines et les cinéastes japonais écriraient et produiraient les séquences japonaises. Le point de vue américain sera dirigé par Richard Fleischer, dont la Fox venait de produire avec succès Le Voyage fantastique. Et pour écrire et mettre en scène le point de vue japonais, les producteurs contactent le réalisateur des 7 samouraïs, Akira Kurosawa, dans ce qui serait son premier film réalisé aux États-Unis et son premier tourné en couleur. Même si 3 années de préparation représentent un temps considérable pour n'importe quel film, il a fallu presque chaque jour de ces 3 années pour monter la production des deux côtés de l'océan. Rassemblement d'accessoires, de véhicules, de navires et d'avions de la Seconde Guerre mondiale, trouver des emplacements authentiques, etc. La vaste planification de la destruction de Pearl Harbor a duré quant à elle plusieurs mois. Contrairement au Jour le plus long et sa longue liste de stars, il a été décidé dès le début de faire appel à des comédiens un peu moins connus pour renforcer le côté réaliste. En attendant que le ministère de la Défense valide sa participation ou non au projet, la production se lance dans une recherche d'avions de la Seconde Guerre mondiale, dont 38 forteresses volantes, ainsi que des avions japonais, notamment de bombardiers et de modèle 0. La Fox achète ou loue environ 70 avions, dont un certain nombre seront modifiés pour correspondre au modèle de l'époque. La flotte d'avions représentera la plus grande armada aérienne jamais assemblée pour un film américain. Pour la flotte d'Hawaï, l'équipage américain doit construire un modèle grandeur nature de la moitié arrière de l'USS Arizona et de la superstructure du mât de l'USS Tennessee au chantier naval d'Honolulu. Pour le tournage parallèle au Japon, des maquettes grandeur nature du cuirassé Nagato et du porte-avions Akagi ont été construites par les équipes japonaises sur une plage au sud du pays. De cette manière, si l'angle était choisi correctement, seule la mer serait visible par la caméra. La maquette du Nagato mesurait 200 mètres de long et haute de 10 étages, avec une imposante superstructure en forme de pagode. C'était le plus grand décor jamais construit au Japon. Ces 2 maquettes ont été utilisées pour la plupart des scènes japonaises sur les ponts des navires. Le tournage principal commence le 7 décembre 1968 à Kyoto, au Japon, mais peu après le début de celui-ci, Kurosawa est remercié par le studio en raison de divergences créatives. En vérité, la relation entre Kurosawa et le producteur Elmo Williams avait commencé à se détériorer après que Kurosawa ait remis un scénario qui aurait fait durer la partie japonaise de moins 4 heures. Williams a déclaré qu'au cours des 22 jours où il avait travaillé sur le film, Kurosawa n'avait livré que 7 minutes et demie de film non monté. Des rumeurs selon lesquelles le célèbre réalisateur aurait fait des crises de colère sur le plateau avaient aussi commencé à circuler. Certains pensaient qu'il faisait ça pour se faire virer car il voulait quitter le projet depuis qu'il avait appris que David Lean ne serait pas son co-réalisateur, ce que la Fox lui aurait promis, et que selon lui, Fleischer était un cinéaste moins prestigieux. De plus, il venait de voir Le Voyage fantastique qu'il avait détesté. Daryl et son fils Richard Zanuck étaient furieux lorsqu'ils ont réalisé qu'aucune de ces images ne semblait utilisable. Ils ont alors ordonné l'abandon du projet de double production, insistant sur le fait que le film devait être une histoire strictement américaine. Mais l'implication égale des Japonais pour qu'ils s'approprient leur propre histoire était devenue une obsession pour Elmo Williams qui a supplié ses patrons de reconsidérer leur décision. Après tout, les décors géants avaient déjà été construits au Japon, les équipes embauchées et les contrats signés. Cela signifiait que beaucoup d'argent serait gaspillé, ce que détestent tous les dirigeants de studio. Après réflexion, les Zanuck ont finalement cédé. À la suite du départ de Kurosawa, le tournage japonais a été reporté, mais le tournage américain s'est déroulé comme prévu. Embaucher un nouveau réalisateur au Japon a été un véritable combat, car personne ne voulait offenser Kurosawa. Le temps passant, Elmo Williams en a finalement embauché 2, Toshio Masuda et Kinji Fukasaku, le premier s'occupant des scènes intérieures et le second des scènes d'action. Mais les premiers rushs visionnés par Richard Fleischer lui ont donné des sueurs froides. En effet, les acteurs japonais surjouaient, et les 2 réalisateurs ne filmaient pas les scènes sous plusieurs angles histoire d'avoir de la matière au montage. La production envoya alors une série de téléx pour demander aux acteurs japonais de rester modérés dans leur jeu et aux réalisateurs de tourner les scènes sous plusieurs angles. Côté américain, des modèles réduits de navires géants dont certains mesuraient 12 mètres de long ont été filmés dans des réservoirs au ranch de la Fox à l'aide de caméras à grande vitesse pour donner au navire un poids réaliste.
Des modèles plus petits ont été utilisés plus loin de la caméra pour donner une impression de distance, la fameuse perspective forcée, utilisée dans un bon nombre de films à effets spéciaux. L'événement principal, bien sûr, a été le tournage de l'attaque à Hawaï, et pour y parvenir, l'équipe de production américaine a dû traiter chaque jour comme s'il s'agissait d'une véritable guerre. Fox a loué un hangar géant de la marine sur l'île Ford, au milieu du port, qui portait encore des traces de balles provenant de la véritable attaque. L'équipe américaine a travaillé sur des avions pilotables ainsi que sur des dizaines de répliques en fibre de verre qui seront alignés au sol pour que les Japonais puissent les mitrailler. C'est A.D. Flowers, expert légendaire en effets spéciaux, qui s'est occupé de toutes les scènes d'explosion. Flowers était connu comme l'un des meilleurs spécialistes d'Hollywood pour ses prouesses à créer des explosions comme dans l'Aventure du Poséidon ou la Tour Infernale. L'autre grand spécialiste des effets spéciaux était L.B. Abbott, qui a collaboré de nombreuses fois avec le réalisateur-producteur Irwin Allen, tout comme A.D. Flowers. Les deux hommes ont remporté un Oscar pour leur magnifique travail sur les effets visuels. Tora 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 a reçu 4 autres nominations pour la direction artistique, la photographie, le montage et le son. À sa sortie, le film a divisé la critique et le public ne s'est pas déplacé en masse pour le voir malgré la promotion. Peu à peu, la réputation du film a grandi. La Fox a même vendu les images de combat à des studios concurrents. On a pu les voir dans des productions comme la bataille de Midway en 1976 ou Nimitz Retour vers l'enfer en 1980. Mais son influence est visible dans bien plus de films. La scène où les héros japonais descendent comme d'énormes libellules pour attaquer les navires américains, par exemple, a été référencée dans de nombreux autres films, dont la saga Star Wars. Aujourd'hui encore, les historiens du cinéma s'émerveillent qu'un projet comme celui-ci ait pu voir le jour. Jerry Goldsmith était un des plus grands compositeurs et chefs d'orchestre américains, un véritable génie même, n'ayons pas peur des mots. Il est né le 10 février 1909 à Los Angeles. C'est la rencontre avec son idole Miklos Rozas qui le mettra sur les rails de la composition musicale. Goldsmith fera ses premiers pas sur beaucoup de spectacles et d'émissions de radio, notamment pour CBS. Il compose sa première partition pour un long métrage en 1957, Black Patch, puis celle du néo-western Seuls sont les indomptés avec Kirk Douglas. Sa musique a connu un tel succès que Goldsmith sera immédiatement chargé d'écrire la partition d'un autre film Universal, Freud Passion secrète, réalisé par John Huston en 1962, première nomination aux Oscars pour le compositeur. La planète des singes, le classique réalisé par Franklin Schaffner en 1968, sera le début d'une fructueuse collaboration entre les deux hommes, même s'ils avaient déjà travaillé ensemble auparavant. La planète des singes est sans doute la bande originale la plus expérimentale et avant-gardiste de Goldsmith. Il sera nominé une nouvelle fois aux Oscars et repartira les mains vides, comme toutes les autres années. Il faudra attendre 1976 et son incroyable et flippante composition pour La malédiction de Richard Donner pour remporter son unique statuette. Un véritable scandale. Il est également l'auteur de la musique d'Alien, de l'épopée de science-fiction Star Trek le film, des 3 premiers Rambo, de Total Recall, ainsi que tous les films de Joe Dante, de Gremlins au Looney Tunes en 2003, sa dernière composition. Jerry Goldsmith vient tout juste de terminer la composition de Patton, autre film de guerre, quand il commence à travailler sur Tora Tora Tora. La musique sera enregistrée en avril et mai 1970. Le thème principal qui ouvre le film est d'abord joué sur un koto, un instrument japonais, avant de faire intervenir l'orchestre complet avec un beau développement dramatique. Cordes, cuivres, percussions, auxquels s'ajoutent des instruments issus de la musique japonaise, composent l'essentiel de la partition. Un premier CD est sorti en 2000 avec environ 50 minutes de musique, un second entièrement remasterisé verra le jour en 2011 et un troisième en 2021, cette fois en double CD couplé avec une autre composition de Goldsmith. Tora 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 n'est pas la partition la plus connue du compositeur, elle n'en est pas moins superbement écrite et orchestrée. Une œuvre riche et une écoute fascinante qui souligne la capacité époustouflante de Goldsmith
à créer et à renforcer la tension dans le drame. Pour ma part, j'ai découvert le film à la télévision quand j'étais enfant et sans connaître encore le nom de Goldsmith, je me souviens d'avoir été emporté par la musique entendue au générique début et de fin. Cette musique du générique de fin sera également utilisée pendant l'entracte, car oui, pour les films longs, il y avait un entracte musical qui a été conservé pour l'exploitation en vidéo. Je vous fais écouter un petit extrait juste après. Goldsmith a été nominé 18 fois aux Oscars, 6 fois aux Grammy Awards et 4 fois aux Golden Globe. Il est décédé le 21 juillet 2004 des suites d'un cancer. L'affiche française est pour le coup plus jolie que l'américaine, plutôt sommaire. Il y avait peut-être une envie de rester dans la simplicité et la sobriété à l'image du film. L'allemande est la même que la française, seules les couleurs sont accentuées, idem pour la suédoise, mais si ces trois affiches se ressemblent, en fait, c'est parce qu'elles sont inspirées des illustrations que la Fox a commandées à l'artiste Robert McCall pour la promotion du film. En voici quelques exemples que je trouve pour ma part magnifiques. Pour finir, l'affiche japonaise qui reprend une scène du film et l'italienne que je trouve pas mal également. Le film est sorti le 23 septembre 1970 aux États-Unis. Son budget était de 25 millions de dollars, soit une somme astronomique pour l'époque. Pour vous donner une idée, La Tour Infernale, sortie 4 ans plus tard, était déjà considérée comme un énorme budget et son coût de production était de 14 millions, dont une partie est allée dans les poches du prestigieux casting. Tora 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 encaissera seulement 29,5 millions, ce qui est peu, même si le film a été largement amorti avec les recettes à l'international. En France, justement, le film sort sur nos écrans le 14 octobre 1970 et rassemblera presque 1 million de spectateurs, ce qui n'est pas si mal vu qu'il n'y avait aucune tête d'affiche. Rares sont les longs métrages qui arrivent à réunir à la fois le divertissement, l'information et l'éducation. La plupart des films se déroulant dans un contexte historique adaptent inévitablement les faits pour les accorder à leur histoire, ce qui n'est pas un problème en soi, cela dit. Tout comme beaucoup de films sur la guerre du Pacifique ont tendance à diaboliser les Japonais. Tora 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 choisit d'être impartial en présentant à la fois les versions japonaises et américaines de l'histoire sans recourir aux caricatures. Clint Eastwood entreprendra une démarche similaire des années plus tard avec son diptyque « Lettres d'Iwo Jima » et « Mémoire de nos pères ». Ici, les Japonais ne sont pas des méchants sans visage et les Américains ne sont pas non plus présentés comme des victimes innocentes et irréprochables. C'est la première grande qualité du film. Avec sa précision quasi-documentaire et son souci du détail, Tora 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 est bien plus centré sur l'intrigue que sur les personnages. Nous apprenons à les connaître suffisamment bien pour comprendre leurs motivations, mais pas assez pour pouvoir sympathiser avec eux de manière significative. Comme tous les films de guerre, cette précision historique a forcément quelques limites, mais l'essentiel est bien là, et on ne peut que saluer la démarche du studio d'avoir voulu s'approcher au plus près de la vérité. Tout comme on peut saluer l'idée de ne pas doubler les acteurs japonais et de sous-titrer leurs dialogues en anglais, chose extrêmement rare pour l'époque. Les 40 dernières minutes de Tora 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 décrit l'attaque réelle de Pearl Harbor et la vraisemblance est frappante, surtout si l'on considère l'état naissant des effets spéciaux en 1970.
Presque tout ce que vous voyez au cours de ces 40 minutes intenses du bombardement a été réellement mis en scène, à l'exception de quelques plans avec des miniatures et quelques rares transparences ou rétroprojections. Regarder de vrais avions s'écraser sur d'autres vrais avions sur une piste est assez incroyable, et plus personne ne ferait ça aujourd'hui. L'attaque surprise des Japonais sur Pearl Harbor est née d'une succession d'erreurs d'appréciation, de négligence et de malchance. On le sait, ce tragique événement provoqua l'entrée en guerre des États-Unis, mais surtout l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, tuant sur le coup, ou à petit feu, des centaines de milliers de civils japonais qui n'avaient rien demandé. Comme le dit cet amiral japonais à la toute fin, « Je crains que tout ce que nous ayons fait soit de réveiller un géant endormi ». Sans être un chef-d'œuvre, la clé de la réussite de ce film est qu'il est toujours captivant 50 ans après sa sortie, malgré sa durée de près de 2h30. Certes, c'est beaucoup de dialogue dans des bureaux et certains pourront trouver ça ennuyeux. Certes, il faut attendre 1h40 avant que l'attaque débute réellement. Mais je me suis beaucoup plus emmerdé devant la version dégoulinante de Bons Sentiments réalisée en 2001 par le roi des bourrins Michael Bay. Tora 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 est un cas rare où l'histoire prend vie sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des personnages fictifs ou d'embellir ce qui s'est réellement passé, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce blockbuster, pas comme les autres. Le film a été édité chez nous en DVD et en Blu-ray il y a une douzaine d'années. L'image du DVD est plutôt médiocre. Le Blu-ray, lui, a été remasterisé et cette fois, l'image est vraiment belle. Les noirs sont profonds, les images de jour sont éclatantes. Bref, un beau travail de restauration dont vous pouvez voir le résultat sur les quelques extraits et captures d'images. Il existe une édition simple et collector. Cette dernière est vendue un peu plus cher et se trouve encore, mais pas si facilement. En cherchant dans les occasions, vous devriez quand même trouver votre bonheur. Chose importante, si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le faire, regardez-le en version originale, car dans la version française, les Japonais sont doublés, en français. Voilà, une hérésie. Aucune crainte, la version originale éditée en français inclut les sous-titres français pour la partie américaine et japonaise. Toutefois, si vous ne trouvez rien côté édition française, vous pouvez vous tourner du côté de l'import puisque l'édition Blu-ray américaine contient des sous-titres en français. Et pour terminer, un petit indice sur le prochain film qui sera traité dans la section interdit aux moins de 13 ans. Alors celui-ci a été interdit aux moins de 18 quand il est sorti, et il est toujours interdit aux moins de 16 ans aujourd'hui. C'est un excellent film d'un très grand réalisateur. Voilà, je vous donnerai un autre indice dans la rubrique communauté la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.